Bonsoir et bienvenue dans ce 23h au sommaire ce soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en terre ghanéenne. Il y effectue une visite d'amitié et de travail. La Côte d'Ivoire et le Ghana entendent renforcer leur coopération. Un accord de partenariat stratégique a été signé entre les deux pays. Les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel se réunissent ici à Abidjan dans le cadre d'une conférence sur la protection des enfants et l'autonomisation des femmes. La rencontre a débuté ce matin en présence de la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. Dans ce journal, nous irons à l'Assemblée nationale. Le ministre Bruno Koné-Nabani a présenté ce mardi aux députés le projet de loi d'orientation de la société de l'information. Il détermine les principes généraux juridiques et institutionnels pour le développement de la société. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue au Ghana une visite d'amitié et de travail, visite qui a pour but de renforcer les liens de coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a procédé avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo à la signature d'un accord de partenariat stratégique. Il porte notamment sur les domaines de la défense, de la sécurité et de l'économie du cacao. Le point de notre envoyé spécial, Viviane Aimé. L'instant était solennel ce mardi 17 octobre à Flagstaff House, le palais présidentiel à Accra, quand sous les regards de leurs deux délégations ministérielles, les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Nana Akufo-Addo du Ghana signaient tous les deux l'acte de l'accord de partenariat stratégique entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana. Les deux chefs d'État venaient ainsi d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de leurs deux pays, voisins, mais jusque-là séparés par la langue et par leurs institutions. L'accord de coopération stratégique qu'ils ont signé amène leurs deux pays à coopérer désormais étroitement dans de nombreux domaines, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes souligné. Monsieur le Président, simplement encore de vous dire comment je suis élu. Je suis très honoré par votre présence ici à Accra et par cette forte délégation que vous avez amenée avec vous. Je pense que ça c'est la direction que nos deux pays doivent prendre. Direction d'amitié forte, de collaboration étroite, qui fait que le peuple ivoirien, le peuple ghanéen sera en avant pour la construction de notre communauté de la CEDEAO. Moi, je pense que si c'est ça qui va nous marquer notre époque en tant que leader de la Côte d'Ivoire, leader du Ghana, ce sera une bonne chose. L'accord de partenariat stratégique, qui est un document important, qui couvre tous les domaines essentiels pour que nos deux pays puissent aller de l'avant. Et nous avons choisi de manière minutieuse les secteurs qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et comme vous l'avez dit, tout cela dépend de la volonté politique. Et vous et moi, nous en avons. Nous avons la volonté politique de faire avancer nos deux pays ensemble. Et je voudrais vous dire toute ma confiance. Vous dire que, vous connaissant, je suis persuadé que cet accord ne sera pas juste des écrits, mais il y aura une mise en œuvre effective qui nous permettra d'avancer très rapidement pour le développement du Ghana comme de la Côte d'Ivoire et également pour le bonheur des Ghanéens et des Ivoiriens. Je voudrais saisir cette opportunité aussi pour vous dire à quel point nous vous sommes reconnaissants. Un grand diplomate, ministre des Affaires étrangères, vous avez joué un rôle essentiel pendant la période de sortie de crise de la Côte d'Ivoire et vos conseils, vos positions de principe ont amené donc la communauté internationale à comprendre que ce qu'il fallait à la Côte d'Ivoire, c'était des élections. Et vous avez insisté des élections dans la paix, je me souviens. Et malheureusement, nous avons eu des élections, mais la suite n'était pas dans la paix. Et je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire toute mon admiration. Félicitations. Cette coopération approfondie avec le Ghana démarre sans tarder. Ce mardi même, 3 mémorandums d'entente ont été signés pour la coopération dans le domaine industriel,
L'éradication de la pollution issue des activités illicites d'orpaillage dans le bassin versant des fleuves Bia et Tanoé en partage par les deux pays. Et en dernier, pour la coopération dans les domaines de la géologie et des ressources minières. Plus tôt la veille, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Les deux chefs d'État ont débattu de la redynamisation de la coopération ivoiro-ghanéenne. On retrouve notre envoyé spécial Viviane Aimé. Cette visite d'amitié et de travail verra la signature d'un accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au préalable, une séance de travail tenue au palais présidentiel a réuni ce lundi délégations ministérielles ghanéennes et ivoiriennes. Au terme de cette séance, les deux chefs d'État sont venus apporter leur caution aux conclusions des travaux. Le président Nana Akufo-Addo a remercié son homologue ivoirien pour avoir accepté son invitation. Il lui a exprimé son admiration et le prix qu'il attache lui-même à la réalisation de l'intégration sous-régionale. Nana Akufo-Addo, qui est parfaitement bilingue pour avoir longtemps séjourné en France, où il a exercé comme avocat international, a estimé que la barrière de la langue ne doit plus constituer un handicap à l'intégration des peuples ivoiriens et ghanéens. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a remercié tout d'abord le président et le peuple ghanéen pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a félicité tout particulièrement la hauteur de vue du président Nana Akufo-Addo, alors qu'étant à l'époque ministre des Affaires étrangères du Ghana, il a eu à se prononcer sur la crise en Côte d'Ivoire. Il a félicité leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Il a en outre souhaité à son tour que la différence de langue ne constitue plus un obstacle à la réalisation de cet objectif. Nous avons été fortement impressionnés de l'accueil que nous avons reçu, bien sûr à vos côtés, pendant la tournée dans la ville d'Accra. Je vous disais d'ailleurs dans la voiture qu'en général, les partis au pouvoir ne sont pas très populaires dans la capitale. Mais ça, nous avons vu une exception ici à Accra, compte tenu de la ferveur qui nous a donc été montrée pendant le tour que nous avons effectué pendant 1 heure de temps dans la ville d'Accra. Alors en tout cas, ma délégation et moi-même voudrions vous dire nous sommes très sensibles à cette hospitalité et à cette marque d'attention. À mon tour, je voudrais vous dire que ce qui est particulièrement heureux aujourd'hui avec ce que nous allons faire, c'est la vision que nous avons l'un et l'autre. Nous avons une vision d'avoir en perspective le développement de nos deux pays, dans l'intérêt bien sûr conjoint, mais aussi d'avoir une vision de politique économique qui soit conforme à nos réalités. Et nous menons ensemble des politiques qui tiennent compte de la capacité donc de nos pays. Nous partageons de nombreuses matières premières, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans le domaine maritime. Et par conséquent, en réalité, ces deux pays sont tout simplement séparés à cause de la colonisation. Il s'agit d'un même pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et donc nous devons tout faire pour renforcer cette intégration qui est d'ailleurs naturelle par la géographie, par l'histoire, par la culture. Et les discussions que nos collaborateurs ont eues, je crois, nous permettront de développer un schéma pour l'avenir qui est conforme à notre volonté commune. Je crois que nous avons la volonté politique, vous et moi, de faire avancer la coordination et l'intégration dans notre sous-région, mais tout particulièrement entre nos deux pays. Au terme de cette journée de travail entre délégations ghanéennes et ivoiriennes, l'accord de partenariat stratégique entre les deux pays sera signé le lendemain de cette première journée, soit mardi. Notons qu'au cours de cette visite au Ghana, le chef de l'État a reçu plusieurs hommages. Un dîner a été organisé en son honneur. Le président Nana Akufo-Addo lui a décerné la plus haute distinction dans l'ordre national du Ghana. Viviane Aimé.
Le chef de l'État ivoirien a été grandement honoré au cours de cette visite d'amitié et de travail au Ghana. Acclamé par le peuple ghanéen à son arrivée lors du tour d'honneur dans la ville d'Accra, dans la soirée, à l'occasion d'un dîner offert par le président Nana Akufo-Addo au centre des conférences d'Accra. Des diapositives sur le président de la République Alassane Ouattara pavoisaient les murs. Au cours de la soirée, un film sur le chef de l'État ivoirien, sa pensée, sa vision, a été projeté. Dernier acte, le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, a décerné au président Alassane Ouattara la distinction de compagnon de l'ordre de l'Étoile du Ghana, la plus haute distinction de l'ordre national du Ghana. Retour ici en Côte d'Ivoire où s'est ouvert ce matin un conclave des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. La conférence table sur la protection des enfants et l'autonomisation des femmes. La première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, exhorte à la mise en œuvre d'une stratégie commune en faveur de la protection des enfants. Un autre sujet évoqué par les premières dames est l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Jérôme Kofi Aboulin. Cœur de nos priorités. La lutte contre les violences, la traite et l'exploitation des enfants ainsi que l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. En faisant l'une des causes qu'elle défend, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, veut compter sur ses sœurs de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour atteindre l'objectif visé. D'où l'idée de l'organisation de cette conférence qui a ouvert ses travaux ce mardi à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui a eu l'honneur d'ouvrir la série d'allocutions pour souhaiter officiellement la Kouaba traditionnelle. À sa suite, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a indiqué que la présence des premières dames à cette conférence d'Abidjan constitue un regain d'espoir. Votre présence ici, mesdames les premières dames, soulève un espoir pour les milliers d'enfants qui sont victimes au quotidien d'abus de toutes sortes qui ont pour nom, entre autres, violence, traite, exploitation, travail précoce et pires formes de travail des enfants. C'est pourquoi, au-delà des bons sentiments et des déclarations d'intention, il nous faut agir dès aujourd'hui. Il nous faut agir ici, il nous faut agir maintenant. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a salué le rôle combien important que jouent les femmes dans le développement d'un pays. Mesdames les premières dames, votre influence et votre leadership font de vous des acteurs incontournables et des relais essentiels dans la prise en charge de toutes les problématiques du développement et notamment dans la protection des enfants contre les violences sous toutes leurs formes. Je reste persuadé que les recommandations qui seront issues de vos concertations permettront assurément de définir une stratégie commune visant à soutenir les efforts des chefs d'État et de gouvernement de nos pays ainsi que de ceux des institutions internationales et sous-régionales en matière de lutte contre les violences faites aux enfants et contre la traite des enfants. En prenant cette initiative, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, estime que les femmes, pour la circonstance, les premières dames, ensemble, donnent leur chance à tous les problèmes de trouver rapidement solution. Si j'ai tenu à faire cette conférence sur la lutte contre le travail des enfants, avec mes consoeurs, les premières dames, qui font tant pour la protection de nos enfants, c'est parce que je souhaite l'implication de toutes les premières dames sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, je sais que la lutte contre le travail des enfants est déjà traitée au niveau ministériel par tous les pays. Mais si le sujet est aussi porté par mes sœurs premières dames, il aura alors toutes les chances de progresser plus vite. Car lorsqu'une première dame d'un pays choisit de défendre une cause au niveau national, toutes ses sœurs lui emboîtent le pas et ce sujet fait alors des progrès remarquables puisque, comme dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut.
Je crois fortement qu'en unissant nos forces, nous pourrons impulser ensemble un profond changement des mentalités dans nos pays et sur notre continent. De cette façon, il sera possible de protéger les droits fondamentaux de nos enfants, notamment le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, d'être soignés, d'aller à l'école, d'être protégés de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Cette conférence d'Abidjan est soutenue par plusieurs personnalités, en l'occurrence la représentante du ministère américain en charge du travail, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza. 8 premières dames y sont présentes, 7 autres y sont représentées. Les travaux ouverts ce mardi vont durer 2 jours. La cérémonie officielle d'ouverture a été suivie de la conférence inaugurale. Comment mettre en œuvre une stratégie commune en matière de protection des enfants? La question était au cœur de cette rencontre des premières dames. Awatouri. Les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, déjà engagées dans le développement social et soucieuses du bien-être des populations vulnérables, d'accord avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour une action commune dans le cadre de la protection des enfants. Leur présence massive à cette conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ce mardi à Abidjan en est un signal fort. Il s'agit à cet effet pour ces premières dames de partager leurs expériences en matière de lutte contre la pire-forme de travail des enfants et de mener la réflexion en vue de la mise en œuvre d'une stratégie commune. Nous sommes ici pour alerter, pour dire que ça suffit. La violence faite aux enfants, que la traite et le travail des enfants sont inacceptables. Alerter, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Pour faire son plein effet, je souhaite que cette rencontre résonne comme un appel à l'action. Il faut agir et agir en urgence pour la protection des enfants. La lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel constitue aujourd'hui une priorité des pouvoirs publics et une préoccupation majeure des organisations internationales, des partenaires sociaux et de la société civile. Des réponses multiples ont été entreprises et s'inscrivent dans la dynamique des engagements internationaux visant à la protection de l'enfance. Les travaux de nos experts dans le domaine tenus en prélude à notre rencontre ont certainement été l'occasion de passer en revue la situation dans nos pays respectifs et de dégager des pistes supplémentaires de réflexion pour la formulation de politiques de lutte contre les fléaux qui entravent l'épanouissement des enfants. L'initiative est à saluer. Elle vise à susciter une implication plus grande des premières dames dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail des enfants. Permettez-moi donc de féliciter très vivement et très sincèrement la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. C'est à elle que nous devons l'organisation de cette réflexion collective. Et c'est elle qui nous permet d'aujourd'hui de bénéficier une fois encore et de manière remarquable de la belle et légendaire hospitalité de la Côte d'Ivoire. Une déclaration commune des premières dames portant sur leur volonté d'unir leurs forces pour une protection plus efficace des enfants est attendue. Ce sera parti demain mercredi pour la campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement, un sujet qui préoccupe les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Une réunion préparatoire s'est tenue ce mardi. Les experts des 6 pays du Sahel ont fait le point des campagnes nationales menées dans les différents pays en vue de l'autonomisation de la femme et de la maîtrise de la démographie. Justine Seydjiki.
Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWID, une initiative des 6 pays africains à fort taux démographique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Elle vise à faire de la femme le fer de lance du développement à travers son autonomisation et à maîtriser la démographie. L'atteinte de ces objectifs passe par le changement de mentalité et la prise de conscience. Une campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement indépendamment des campagnes nationales menées simultanément dans les 6 pays est envisagée. Autorités politiques, membres de la société civile, les chefs religieux et communautaires des différents pays ainsi que les partenaires au développement sont à Abidjan pour faire le point des acquis et des leçons apprises des campagnes nationales en vue du lancement de la campagne régionale. Je suis persuadée que tous les pays ont vu leur population marquer un vif intérêt lors des campagnes nationales de communication. Mais nous ne sommes qu'au début d'une bataille de longue haleine qui portera certainement les fruits attendus. Selon le Fonds des Nations Unies pour le développement, le taux de fécondité par femme en Afrique est de 5,5 pendant que la moyenne mondiale est de 2,5. Ramener ce taux à 3 contribuerait à la maîtrise de la démographie en Afrique de l'Ouest pour un développement harmonieux, d'où l'engagement des partenaires au développement optimistes quant à la réussite du projet SWID. Nous avons ici la possibilité de passer à l'échelle et de changer la vie des populations africaines, surtout des filles et des femmes, pour que l'Afrique sorte de cette mauvaise passe dans laquelle nous nous trouvons et pour entrer dans une véritable ère de prospérité partagée. Le projet SWID qui prend fin en 2019 est un projet multisectoriel qui prend en compte, entre autres, la santé maternelle et reproductive, la scolarisation de la jeune fille, l'épanouissement des femmes et des familles. Passons à autre chose. L'entrepreneuriat féminin peine à prendre son envol. De nombreux obstacles empêchent les femmes de jouer pleinement leur rôle de moteur économique. Parmi ces obstacles figurent l'accès des femmes au financement, leur faible maîtrise des mécanismes de crédit, les difficultés de mobilisation des garanties. C'est tout l'intérêt de la conférence publique initiée aujourd'hui par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Elle vise l'autonomisation des femmes. Lancine Bakayoko. Une trentaine de banques, des fonds d'investissement ainsi que des systèmes financiers décentralisés. Bref, malgré ce portefeuille impressionnant, l'accès des femmes au crédit reste limité. Dans l'entrepreneuriat, on ne vous finance pas parce que vous êtes des femmes. On vous finance parce que vous êtes des acteurs de développement. Et donc, le premier élément pour lequel on doit vous financer, c'est parce que vous êtes des acteurs de développement. Vous êtes des créateurs de richesses et vous êtes des créateurs d'emplois. Vous êtes des bénédictions pour vos États. Au cœur de la réflexion, une meilleure structuration des projets féminins. Structurer l'entrepreneuriat féminin, c'est avant tout contribuer à la création d'activités et d'emplois de qualité au profit des femmes. Une problématique partagée. Nous donnons la possibilité à l'entrepreneur de formaliser son offre qu'il veut proposer donc à financer. Dès lors que cela est fait, nous apportons donc le financement. Et lorsque nous apportons le financement, nous suivons de sorte à ce que l'entrepreneur réussisse. Un exemple d'accompagnement en direction des femmes à conjuguer tout de même avec quelques astuces pour une meilleure mobilisation des ressources financières. Commencez par voir votre entreprise comme une source d'épanouissement, mais pas comme une source pour gagner de l'argent. Parce que si vous mettez l'argent devant vous, il y a beaucoup d'opportunités que vous n'allez pas voir. Mais si vous mettez le service que vous allez rendre à la communauté après, à l'exemple de Bill Gates, ou de celui qui a créé Facebook, ou d'autres personnes, mais vous allez voir que c'est l'argent qui va courir vers vous. Selon la Confédération générale des entreprises, en Côte d'Ivoire, seulement 15% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Le gouvernement s'active à promouvoir l'autonomisation des femmes à l'occasion de la célébration de la journée de la femme rurale le 15 octobre dernier. Le ministre Maria Toukone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a pris part à une session de formation de femmes rurales. Elle a pour but de former ces femmes à la transformation du beurre de karité en savon naturel. Chaque Kone. Elles viennent de 9 régions du pays. Elles œuvrent toutes dans le secteur du karité. Elles interviennent sur toute la chaîne de valeur, des ramasseuses de la noix jusqu'aux productrices de beurre.
Durant 5 jours, ces femmes ont bénéficié d'une formation théorique assortie de cas pratiques sur la transformation du beurre de karité en savon naturel. Pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, c'est une initiative à encourager. Vous allez sortir du travail artisanal du karité pour aller vers l'industrialisation. Quand le président parle d'autonomisation de la femme, il insiste sur l'entrepreneuriat féminin. Entrepreneuriat féminin, c'est ça que vous êtes en train de faire. C'est par ça que ça commence. Le fait de vous mettre ensemble, de moderniser les outils de travail, d'aller à la certification. 90% des noix de karité dans le monde sont utilisées comme des aliments en remplacement du cacao dans le chocolat. Ces femmes ont donc bénéficié de formations sur la traçabilité des aliments, mais également la maîtrise du processus de normalisation de l'étiquetage. Nous sommes très heureuses d'avoir eu cette formation. Nous avons vraiment retenu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons fait la formation sur le savon pour avoir du savon bio de très bonne qualité avec du bon beurre de karité. La Côte d'Ivoire est le 5e producteur mondial de la noix de karité. Une fierté nationale certes, mais qui a un goût d'inachevé, car le pays n'en tire pas les bénéfices. La transformation reste donc un défi à relever. Direction l'hémicycle, le ministre de la Promotion de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, était ce matin devant les députés membres de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement de l'Assemblée nationale. Le ministre est allé présenter aux députés membres de cette commission le projet de loi d'orientation de la société de l'information. Projet de loi qui a pour objet de fixer les principes généraux juridiques et institutionnels pour le développement de la société de l'information en Côte d'Ivoire. Herman Guivi. La cybersécurité, l'identité numérique, le matériel utilisé pour l'établissement des réseaux de communication électronique, la maturité numérique, la neutralité technologique et les technologies de l'information et de la communication. Autant de thèmes qui composent la société de l'information en Côte d'Ivoire. Comme à un examen oral pendant 3 heures d'horloge, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, s'est exprimé face aux députés membres de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement. Un secteur qui représente plus de 7 à 8% du PIB dans l'économie ivoirienne, avec plus de 120 000 emplois, directs et indirects. Face aux questions des élus, il s'est agi pour Bruno Nabagné-Koné de convaincre sur les bénéfices relatifs à l'adoption de ce projet de loi. Il n'y avait aucun organe qui était en mesure d'unifier l'action, par exemple, du secteur public et du secteur privé, en dehors des organes de régulation qui, eux, supervisent ou régulent. Donc là, nous mettons en place une commission dans laquelle il y aura la population elle-même, à travers un certain nombre de représentations, il y aura l'État, il y aura les entreprises, etc. Et tout le monde va travailler donc, à faire évoluer le secteur du numérique en Côte d'Ivoire. Après examen du dispositif légal qui encadre ce projet de loi, le projet a été adopté à l'unanimité en commission. On peut utiliser Internet pour faire un certain nombre de choses blâmables dans la société. Donc, cette loi d'orientation va permettre de cadrer tout cela. Satisfaction totale du ministre de la Communication. Il a été clairement dit ici que désormais l'Internet est un droit fondamental de l'homme. Aucun de nos textes de loi ne le disait jusqu'à maintenant. Vous avez pu voir également les obligations qui ont été mises au compte de l'État, au compte des opérateurs, des acteurs privés, au compte des collectivités, etc., etc. Les autres textes n'avaient pas cette vocation. Donc c'est vraiment une loi qui vient compléter de façon totalement pertinente à nos yeux le dispositif qui a jusqu'à présent été en vigueur dans notre pays. Donc nous sommes heureux que les députés l'aient adopté. Les échanges ont été extrêmement intéressants, enrichissants pour nous. Nous repartons très satisfaits. Le projet de loi relatif à l'orientation de la société de l'information en Côte d'Ivoire sera définitivement adopté en séance plénière. Hors de nos frontières, la peste continue de se propager à Madagascar, tuant plus de 74 personnes, selon un nouveau bilan publié ce mardi.
Au total, 805 cas de la maladie ont été recensés sur le territoire de la Grande Île. À titre de précaution, les autorités ont interdit jusqu'à nouvel ordre les manifestations et réunions publiques dans la capitale et suspendu les cours dans plusieurs universités et écoles du pays afin de procéder aux opérations de désinfection. La bactérie de la peste se développe chez les rats avant d'être véhiculée par les puces. L'ex-capitale syrienne de l'État islamique est tombée totalement ce matin aux mains des forces gouvernementales soutenues par les États-Unis. Les opérations militaires ont pris fin dans la ville, mais des opérations de ratissage pour éliminer des cellules dormantes sont encore en cours. Ces derniers jours, on estimait entre 200 et 300 le nombre de terroristes encore à Raqqa. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.